La pauvre femme de ménage, épuisée par le travail, dormait sur les marches du manoir, mais le millionnaire l'a vue et a pris une décision qui l'a laissée choquée. Le jour se lève à peine sur Neuilly-sur-Seine et déjà Claire Dumas arpente les couloirs silencieux de l'une des résidences les plus luxueuses de la ville. À 31 ans, elle a depuis longtemps perdu le luxe du sommeil paisible. Son réveil sonne chaque matin à 4h30. Elle se lève sans bruit, attache ses cheveux en un chignon serré et prépare un petit déjeuner rapide pour sa fille de 6 ans, Manon, avant de la laisser sous la garde de sa voisine, une retraitée bienveillante mais fatiguée. Puis, elle prend le premier RER en direction de l'ouest parisien, laissant derrière elle les façades grises et animées de Saint-Denis pour les portails dorés et les haies parfaitement taillées de Neuilly. Claire travaille comme femme de ménage dans la demeure des Laurent, une famille ancienne et richissime, dont la fortune s'étend sur plusieurs domaines de l'immobilier et de la finance. La maison, un hôtel particulier aux colonnes blanches et aux intérieurs marbrés, appartient à Arnaud Laurent, héritier discret et méthodique, qui y vit depuis le décès de ses parents. Claire connaît chaque recoin de cette maison. Elle en astique les balustrades, repasse les draps en lin brodé, nettoie les vitres panoramiques donnant sur le jardin géométrique. Et pourtant, elle y reste invisible. Ses gestes sont rapides, précis, presque mécaniques. Le chariot de produits ménagers grince parfois sur le parquet ancien, mais jamais assez pour troubler le silence impressionnant de la demeure. Aucun regard ne se pose sur elle, sauf ce furtif et souvent agacé d'Isabelle, la sœur d'Arnaud, qui vit également dans la maison depuis son divorce. Claire ne s'en offusque plus. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle travaille ici, et elle a appris à exister sans faire de bruit. En plus de son travail à Neuilly, Claire effectue un second emploi, le soir, dans un cabinet médical en tant qu'agent d'entretien. Ce rythme effréné est dicté par la nécessité. Depuis que Manon a été diagnostiquée d'une maladie pulmonaire rare, chaque centime compte. Entre les médicaments, les séances de kinésithérapie respiratoire, les consultations spécialisées et les jours d'absence imprévus, Claire doit jongler avec une économie de bout de chandelle. Mais elle garde la tête haute. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle n'a jamais manqué un seul jour de travail. Chaque matin, elle prend le même chemin, traverse le même hall, croise les mêmes visages qui ne la remarquent pas. À midi, elle mange debout dans la buanderie, un sandwich rapidement avalé, pendant que tourne une machine de linge délicat. À 15 heures, elle termine sa journée ici et court prendre le métro pour rejoindre son second poste. Claire n'a pas de rêve grandiose. Elle souhaite simplement que Manon puisse respirer sans masque la nuit, courir dans un parc sans s'essouffler au bout de 2 minutes. Elle rêve d'un petit appartement, avec une chambre pour sa fille et une machine à laver qui ne tombe pas en panne tous les 3 mois. Elle rêve parfois aussi de silence, mais d'un silence choisi, pas celui pesant de la fatigue accumulée. Elle connaît la richesse de ses employeurs dans les moindres détails. Les foulards Hermès qu'elle range dans les tiroirs, les vins anciens qu'elle dépoussière, les montres qui dorment dans des coffrets en bois précieux. Mais ces objets ne l'envient pas. Ils la fatiguent. Elle les manipule avec des gants, non pas pour les protéger, mais pour ne pas laisser d'empreinte. Claire vit sans empreinte. Elle passe, efface, recommence. Parfois, elle croise Arnaud Laurent dans un couloir. Il hoche la tête, sans plus. Claire répond par un sourire poli. Elle ne sait presque rien de lui, sinon qu'il part souvent en voyage d'affaires, qu'il parle peu et qu'il a un chien qui aboie toujours quand elle entre dans le salon principal. Arnaud ne connaît pas le nom de Claire. Il n'a jamais posé de questions, ni sur elle, ni sur les autres employés. Il vit dans une bulle feutrée, imperméable aux visages qui la rendent possible. Et pourtant, un matin comme les autres, un infime détail dans cette routine huilée commence à faillir. La fatigue est plus lourde. Le sommeil a été entrecoupé par les quintes de toux de Manon. Le métro a eu du retard. Claire est arrivée quelques minutes plus tard que d'habitude et s'est précipitée pour rattraper son planning. Le sol de la salle de bal, immense, a exigé plus d'efforts que prévu. À midi, elle a oublié de manger. À 14h30, elle nettoie la dernière marche de l'escalier principal, un seau à ses pieds, une brosse à la main. Elle s'assoit quelques secondes. Juste quelques secondes. Elle pose la tête contre la rampe, ferme les yeux. Personne ne la voit. Personne ne la cherche. Dans cette maison de verre et de velours, Claire est un souffle discret. Et ce souffle, ce jour-là, vacille doucement vers le sommeil. Un sommeil qu'elle ne s'accorde jamais. Mais cette fois, il s'impose.
Elle s'endort là, à même la pierre froide, les mains encore humides de savon, le dos courbé par une décennie d'efforts invisibles. Et pendant ce bref instant, la maison respire sans elle, sans bruit, jusqu'à ce que le destin, dans un pas inattendu, vienne briser cette pause. Mais cela, Claire ne le sait pas encore. Le silence dans la maison Laurent était presque sacré à cette heure de l'après-midi. Les volets intérieurs tamisaient la lumière en faisceaux doux, et le tic-tac discret d'une horloge ancienne résonnait dans l'entrée déserte. Claire, épuisée, dormait toujours, le corps recroquevillé sur une marche de marbre, sa tête penchée légèrement sur l'épaule, les paupières lourdes fermées sur un monde qu'elle n'avait pas choisi de quitter. Elle ne rêvait même pas. Son sommeil n'était ni profond ni paisible, mais un refuge momentané contre l'épuisement qui l'écrasait depuis des mois. Elle n'avait pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle n'avait pas perçu les pas précis et silencieux d'Arnaud Laurent qui, de retour plus tôt que prévu d'un déplacement à Genève, traversait le vestibule en consultant distraitement l'écran de son téléphone. Il leva à peine les yeux lorsqu'il franchit le seuil, absorbé par les notifications d'une réunion annulée, d'un cours en bourse et d'un message de sa sœur. Puis, il s'arrêta, net. Son regard se posa sur Claire, endormie, presque dissimulé par le jeu d'ombre de l'escalier. Il resta figé un instant. Il ne comprenait pas immédiatement la scène qui s'offrait à lui. Le seau de nettoyage, la brosse abandonnée sur la marche, l'uniforme grisâtre maculé de traces de détergent, et cette femme, inconnue à ses yeux, plongée dans un sommeil involontaire. Loin de ressentir de la colère ou de l'irritation, il fut envahi par une sensation étrange, une sorte de malaise discret. Il y avait dans l'image une vérité brute, presque violente, qui le frappa sans bruit. Il n'avait jamais réellement vu Claire, pas ainsi, pas dans sa fragilité silencieuse. Ce n'était pas de la négligence, c'était une forme de fatigue qui dépassait l'entendement, une usure incrustée jusque dans les os. Il observa ses mains, encore posées sur ses genoux, tachées de mousse séchée, ses paupières qui tremblaient légèrement comme si même le repos refusait de la laisser en paix. Arnaud sentit son souffle se ralentir. C'était comme si le temps s'était suspendu. Un souvenir confus lui traversa l'esprit, l'image d'un homme courbé, des mains calleuses, un regard épuisé. Il secoua la tête, chassant l'écho, et fit signe discrètement à l'un des majordomes qui venait de s'approcher, intrigué. « Apportez un café », dit-il à voix basse, et doucement. Le majordome hocha la tête, confus, mais n'osa pas poser de questions. Il disparut vers la cuisine. Arnaud, lui, resta planté là, à 2 mètres d'elle, sans oser s'approcher davantage. Il n'avait pas l'habitude d'être pris au dépourvu, encore moins dans sa propre maison. Et pourtant, face à cette scène, il se sentait étrangement vulnérable. Quelque chose clochait. Quelque chose dépassait largement le simple incident d'une employée qui s'endort pendant ses heures de travail. Claire s'agita soudain. Elle bougea légèrement comme si un bruit ou un instinct plus profond encore l'avait réveillée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. En une fraction de seconde, elle reprit conscience de l'endroit, de sa posture, de son uniforme, du seau à ses pieds, et surtout de la silhouette immobile d'Arnaud Laurent, là, debout, la regardant. La panique la saisit immédiatement. « Pardon, monsieur, je suis désolé, ce n'était pas... Je me suis juste assise une seconde. Je ne voulais pas... Ce n'est pas... Je suis vraiment désolé. » Les mots se bousculaient dans sa bouche. Elle se leva précipitamment, trébucha presque sur le seau, essuya ses mains sur son tablier par réflexe. Son visage était rouge, ses yeux brillants d'une honte muette. Elle n'osait pas le regarder dans les yeux. Arnaud leva une main. « Calmez-vous, » dit-il simplement. « Ce n'est pas un interrogatoire. » Claire se figea. Elle ne comprenait pas. Elle attendait une réprimande, un rappel à l'ordre, peut-être même une menace de licenciement. À la place, il y avait cette voix calme, neutre, presque curieuse. « Vous travaillez toujours comme ça ?» demanda-t-il, presque sans y penser. Claire, déstabilisée, ne répondit pas tout de suite. Elle fronça les sourcils, regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Pardon ? Je veux dire, vous êtes souvent aussi fatiguée. » Elle aurait voulu mentir, dire que non, que c'était exceptionnel, qu'elle avait mal dormi cette nuit-là. Mais elle n'en avait pas la force. Elle baissa les yeux. « J'ai 2 emplois et une fille malade. » La réponse lui échappa, brutale, sans filtre. Elle le regretta aussitôt. Elle n'avait pas prévu de se confier. Elle n'avait même pas prévu de parler. Arnaud,
hocha lentement la tête. Il n'ajouta rien. Le majordome revint avec le café sur un plateau en argent. Arnaud le prit et s'approcha de Claire. Il le lui tendit sans un mot. Elle hésita, tendit la main, la retira, puis la reprit, confuse. « Merci, murmura-t-elle. Reposez-vous un moment, et reprenez ensuite. Ce n'est pas un drame. » Puis, il tourna les talons et disparut dans le couloir. Claire resta là, debout, le café brûlant entre les mains. Les secondes passaient, et elle n'osait pas bouger. Quelque chose venait de changer. Elle ne savait pas quoi. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans cette maison, elle avait l'étrange impression d'avoir été vue. Le jour suivant, le climat dans la maison Laurent semblait identique aux autres. Les rideaux immaculés flottaient légèrement sous la brise matinale et le sol ciré reflétait les moulures du plafond. Mais pour Claire, chaque détail semblait soudainement plus lourd. Depuis la veille, depuis ce moment irréel où Arnaud Laurent l'avait trouvée endormie sur les marches, quelque chose en elle résistait à revenir à l'automatisme habituel. Elle avait passé la nuit à se demander s'il s'agissait d'un piège ou d'une curiosité passagère. Le visage d'Arnaud, resté calme et presque impénétrable, la hantait comme un fragment mal placé dans un puzzle logique. Elle était convaincue qu'une conséquence inattendue finirait par tomber, même si aucun reproche n'avait été formulé. Claire avait repris son poste à l'aube, comme chaque jour. Mais les gestes, cette fois, étaient plus précautionneux. Elle surveillait le moindre bruit de pas, redoutant un appel, une convocation, une sanction. Pourtant, rien ne venait. Ni remarque, ni commentaire, ni même allusion. Le silence s'installait dans les murs, plus épais que d'habitude. Ce n'était pas un silence de paix, mais celui qui précède une secousse, celui d'une mer calme avant la tempête. Alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, redressant les dos des livres anciens d'un geste sûr, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement. C'était Arnaud, vêtu d'un costume sombre, les mains dans les poches, immobile, l'observant sans la moindre expression sur le visage. Elle eut un mouvement de recul discret, presque imperceptible, mais qui ne lui échappa pas. « Bonjour », dit-il simplement. Claire hocha la tête, surprise qu'il s'adresse à elle ainsi, sans l'intermédiaire d'un majordome. « Bonjour, monsieur Laurent. » Il la regarda encore un instant, sans rien ajouter, puis tourna les talons et quitta la pièce. Ce bref échange la laissa dans un état de confusion encore plus profond. Il n'y avait eu ni froideur ni chaleur, juste un regard qui semblait traverser la surface. Elle reprit son travail, troublée, et passa le reste de la matinée à se poser les mêmes questions en boucle, sans réponse. Ce fut dans l'après-midi qu'un événement brisa l'attente silencieuse. Alors qu'elle préparait le chariot de produits pour nettoyer les chambres à l'étage, l'un des employés lui glissa qu'Arnaud avait demandé à la voir, dans son bureau. Claire sentit une sueur froide lui glisser le long de la nuque. Elle se força à respirer lentement. Elle laissa tout en ordre, essuya ses mains sur un linge propre et se dirigea, le cœur battant, vers le couloir feutré où se trouvait le bureau. Lorsqu'elle frappa à la porte, une voix calme répondit simplement « Entrez ». Claire poussa doucement le battant. Arnaud se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Il lui indiqua une chaise du regard. Elle hésita un instant, puis s'assit, les mains posées sur ses genoux. Le silence était à nouveau là, mais cette fois il pesait de toutes ses forces. « Vous avez eu une journée difficile hier », dit-il enfin, sans la regarder. Claire hocha la tête. « Je suis désolé, ce n'est pas habituel. J'étais épuisée. Vous avez mentionné avoir 2 emplois et une fille malade. » Elle baissa les yeux. « Oui. » Il se retourna, croisa les bras, puis s'approcha lentement de son bureau. « Vous avez pensé à réduire vos heures ici ?» Elle releva brusquement la tête, surprise par la question. « Non, je ne peux pas. Ce poste est fixe. Mon autre emploi est à durée déterminée. J'ai besoin des 2. » Il la dévisagea, comme s'il tentait de percer une vérité enfouie. Il s'assit enfin, posa les coudes sur le bureau. « Je pourrais augmenter votre salaire. Vous resteriez ici à temps partiel, mais avec une meilleure rémunération. » Claire le fixa, incrédule. Elle n'avait jamais reçu une telle proposition, et surtout pas d'un employeur de son rang. Cela lui semblait presque irréel. « Ce n'est pas possible », dit-elle après un court silence. « Même avec un salaire plus élevé, je ne peux pas me permettre de réduire mes heures. J'ai des frais réguliers, des traitements médicaux, des déplacements, des urgences. » Il acquiesça lentement, sans insister. « Vous n'avez jamais demandé d'aide. Je ne le fais pas. Je ne veux pas de pitié. » Son ton était calme mais ferme.
Ce n'était pas une posture, c'était une ligne de conduite. Arnaud ne répondit pas immédiatement. Il semblait réfléchir à quelque chose qu'il n'exprimait pas encore. « Est-ce que vous avez quelqu'un? Un soutien familial ?»« Non. Mon mari est décédé il y a 5 ans. » Le silence s'épaissit encore. Il détourna le regard, puis se leva à nouveau, visiblement agité par une pensée qu'il ne partageait pas. « Très bien, vous pouvez retourner à vos tâches. » Claire se leva, un peu déstabilisée, mais obéit sans un mot. Elle quitta le bureau, ses pas étouffés par le tapis épais. Une fois dans le couloir, elle s'arrêta, prit une longue inspiration et se demanda ce que tout cela signifiait réellement. Ce n'était pas une simple curiosité. Il y avait dans le regard d'Arnaud quelque chose de plus profond, de plus troublé, une faille qu'elle n'avait jamais perçue chez lui auparavant. Et pour la première fois, elle se demanda si ce qu'il avait vu en elle n'était pas simplement un reflet de quelque chose qu'il tentait lui-même de fuir. Le lendemain matin, Claire arriva plus tôt que d'habitude à la résidence Laurent. Le ciel était encore teinté de bleu nuit et les premières lueurs de l'aube perçaient à peine entre les haies disciplinées du jardin. Elle traversa l'allée principale avec l'impression de pénétrer dans un théâtre figé, chaque recoin familier chargé d'une tension nouvelle. La conversation de la veille ne cessait de tourner dans son esprit. L'attitude d'Arnaud, ses questions personnelles, la proposition inattendue d'un salaire augmenté en échange d'heures réduites. Tout cela lui semblait déconcertant. Rien dans les 3 années précédentes ne l'avait préparée à cet écart. Et maintenant, elle s'attendait à tout, sauf à l'indifférence. À peine avait-elle commencé son service que l'intendant de la maison s'approcha d'elle. Il portait, comme toujours, une chemise impeccablement repassée et une expression neutre. « Monsieur Laurent souhaiterait vous voir dans son bureau », dit-il simplement, sans autre explication. Claire ne répondit pas tout de suite. Un bref regard à l'horloge murale confirma qu'il n'était même pas 8 heures. Elle essuya ses mains sur un torchon, prit une profonde inspiration et monta les escaliers, traversant le long couloir où les murs étaient ornés de toiles impressionnistes soigneusement encadrées. Devant la porte du bureau, elle hésita une seconde, puis frappa. « Entrez !» La voix d'Arnaud était claire, sans hâte. Claire entra. Il était assis derrière son large bureau en bois massif, une pile de documents devant lui. Il leva les yeux, croisa son regard. « Merci d'être venu si rapidement. » Claire acquiesça debout, les mains jointes devant elle. « Asseyez-vous. » Elle obéit, le dos droit, attentive. Il resta silencieux quelques instants, comme s'il évaluait la meilleure manière de formuler ses pensées. « Je vous ai convoqué pour une raison très simple, » dit-il enfin. « Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les affaires du personnel, mais je pense que certaines situations méritent d'être considérées autrement. » Claire sentit son ventre se contracter. « J'ai demandé un rapport plus détaillé sur les conditions de travail dans la maison. Pas seulement pour vous, pour tout le personnel, et les résultats sont révélateurs. » Elle resta immobile. Il poursuivit. « Il y a des charges excessives, des horaires mal ajustés, peu de suivi médical. On confie trop de tâches à des personnes épuisées. Je ne peux plus l'ignorer. » Claire fronça légèrement les sourcils. Elle n'était pas certaine de comprendre s'il s'agissait d'un prétexte ou d'un aveu sincère. « J'aimerais vous proposer autre chose, » reprit-il. « Une réorganisation de votre emploi du temps. Pas une réduction, mais un ajustement. Un contrat stable, avec des garanties. Et surtout, une amélioration de vos conditions. Vous méritez mieux que cette fatigue constante. » Elle le fixa stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à une telle insistance. La veille, elle avait refusé. Elle l'avait fait clairement. Mais là, il revenait à la charge, avec un ton presque personnel. « Monsieur Laurent, je comprends votre intention, mais vous ne pouvez pas décider ça seul. Ce travail, tel qu'il est, me permet de survivre. Le modifier, même pour l'améliorer, pourrait déstabiliser tout mon équilibre. Et j'ai déjà trop de choses en déséquilibre. » Il se redressa lentement, croisant les doigts devant lui. « C'est pour cela que je vous parle. Pour trouver une solution qui ne soit pas un sacrifice. Je ne vous demande pas de choisir entre votre dignité et votre survie. Je vous propose de ne plus avoir à faire ce genre de choix. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle n'aimait pas ce sentiment d'être percée à jour. Elle avait construit sa vie sur une forme de résistance silencieuse. Et là, en quelques jours, cet homme tentait d'ouvrir des brèches là où elle avait tout verrouillé. « Pourquoi vous intéressez-vous autant à ma situation ?» demanda-t-elle soudain, sans détour. La question, jetée dans l'air avec plus de force qu'elle ne l'avait voulu, suspendit le temps. Arnaud ne répondit pas immédiatement. Il détourna les yeux vers la fenêtre, fixa un point au loin. Parce que parfois,
Une image suffit à réveiller quelque chose qu'on avait choisi d'oublier. Claire resta immobile. Il ne développa pas, mais ses mots résonnèrent en elle comme une énigme douloureuse. Elle comprit alors qu'il y avait là plus qu'une simple attention patronale. Quelque chose dans ce qu'elle représentait avait touché une corde sensible. « Ce n'est pas votre faute si je dors peu, dit-elle doucement, ni si ma fille est malade. » Il hocha la tête. « Je le sais, mais cela ne m'empêche pas de vouloir faire quelque chose, parce que je le peux. » Un silence s'installa, pas oppressant, mais dense, plein de questions non posées. « Je vais y réfléchir, » murmura-t-elle. Il se leva alors, mettant fin à l'échange. « Faites-le, sans hâte. Ce bureau vous est ouvert, à toute heure. » Claire sortit, les jambes un peu fléchies, le cœur battant. En redescendant, elle croisa quelques employés qui évitaient de la regarder. Elle savait que quelque chose commençait à se murmurer, que les regards allèrent bientôt changer. Elle devait faire attention. Mais surtout, elle devait comprendre ce que cette proposition signifiait vraiment. Car parfois, le plus difficile n'est pas de refuser l'aide, mais d'en comprendre les conséquences quand elle semble soudainement sincère. Ce fut par une fin d'après-midi pluvieuse qu'Arnaud Laurent, resté seul dans son bureau, décida de faire ce qu'il ne faisait jamais, en apprendre plus par lui-même. Depuis sa première véritable conversation avec Claire, un fil discret n'avait cessé de tirer son esprit vers elle. Ce n'était ni de la pitié ni de la curiosité malsaine, mais une forme de responsabilité confuse, quelque chose d'ancestral, comme une dette ancienne dont il n'aurait jamais eu conscience jusqu'à ce que la vérité le frôle. Il savait que Claire Dumas ne lui devait rien. Elle n'avait jamais demandé d'attention, jamais profité d'aucune situation. Mais son refus poli, sa fatigue muette, sa réponse abrupte à sa proposition d'aide, tout cela avait frappé une faille qu'il ne soupçonnait pas. Arnaud, qui avait toujours maintenu une distance scrupuleuse avec ceux qui travaillaient sous son toit, se retrouvait pour la première fois à franchir les frontières invisibles qu'il avait lui-même instaurées. Il voulait savoir, comprendre, peut-être réparer. Il fit appeler un de ses assistants personnels, un homme de confiance habitué à gérer discrètement les affaires sensibles. Il lui demanda d'enquêter dans la plus stricte confidentialité sur Claire Dumas. Non pas dans l'intention de fouiller son passé, mais pour savoir comment vivait celle qui passait ses journées à effacer la poussière des objets précieux de sa maison. Quelques jours plus tard, le rapport arriva, discret, plié dans une chemise de cuir noir. Arnaud attendit d'être seul pour l'ouvrir. Il s'installa dans son bureau, ferma la porte à clé et lut. Il découvrit que Claire vivait dans un petit studio situé dans un immeuble ancien à Saint-Denis, au 5e étage, sans ascenseur. L'endroit modeste était propre mais manifestement vétuste. Les photos prises discrètement montraient une cuisine minuscule, un matelas posé au sol et un coin aménagé pour une enfant. L'assistant avait également noté la présence régulière d'un appareil médical dans un coin de la pièce, un concentrateur d'oxygène. Plus bas, il lut le nom de la fille de Claire, Manon Dumas, 6 ans, suivi par un service de pneumologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Diagnostic, maladie pulmonaire rare, nécessité de traitements constants, de suivi hebdomadaire, d'équipements coûteux. Aucun soutien familial signalé. Le père, décédé dans un accident de travail 5 ans plus tôt. Aucun recours à des aides sociales formelles, sauf les minimums légaux. Aucune demande d'assistance ni auprès de l'employeur ni auprès des services de la ville. Arnaud reposa les documents, les mains jointes devant sa bouche. Il sentit quelque chose de chaud et de lourd se former dans sa gorge. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers la fenêtre. Il regarda dehors sans vraiment voir. Les chiffres, les faits, les images, tout cela n'était pas nouveau pour lui. Il avait vu des rapports sur la misère, lu des dossiers de gestion de crise, pris des décisions difficiles. Mais jamais cela n'avait porté un visage. Jamais la détresse n'avait été aussi silencieuse et pourtant si proche. Il repensa à Claire endormie sur la marche, à ses mains abîmées, à son regard fuyant, à sa dignité raide comme une armure. Elle n'avait jamais demandé, elle avait tout encaissé sans courber l'échine. Elle s'était levée chaque jour pour nettoyer les traces d'une vie de luxe qu'elle ne partagerait jamais. Et pendant tout ce temps, elle portait seule le poids d'un enfant malade, d'un deuil encore jeune, d'une survie millimétrée. Arnaud sentit, pour la première fois depuis longtemps, le poids de sa propre ignorance. Il se souvint de l'homme qu'il avait été à l'époque de la mort du mari de Claire, un homme plus jeune,
plus impatient, qui prenait des décisions rapides sans en mesurer les conséquences humaines. Il n'était pas certain d'avoir jamais entendu ce nom, Dumas. Mais cette coïncidence commençait à le ronger. Doucement, il retourna s'asseoir, relut certains passages du rapport. Il apprit que Claire n'avait jamais eu de retard de paiement pour son loyer, malgré son revenu modeste, qu'elle refusait systématiquement l'aide de ses voisins, qu'elle déposait sa fille à l'école tous les matins, même les jours où elle travaillait en soirée, que l'enfant, malgré la maladie, était toujours propre, coiffé, habillé avec soin, que le studio, bien qu'exigu, brillait d'un ordre méticuleux, presque douloureux. Il se pencha sur les relevés médicaux, des montants, des prescriptions, des comptes rendus. L'ensemble de la documentation donnait une image implacable d'un combat silencieux, livré sans pause, sans plainte, sans assistance. Et Arnaud se sentit petit, non pas parce qu'il était riche et qu'elle était pauvre, mais parce qu'il n'avait pas vu, pas voulu voir. Il comprit alors que Claire ne cherchait pas un geste. Elle cherchait juste à ne pas être un fardeau, à exister sans être une dette pour personne. C'était cela qui l'avait frappé ce jour-là, cette forme de résistance tranquille, cette pudeur dans la détresse. Elle n'attendait rien, et c'est justement ce qui rendait sa situation intolérable. Il resta longtemps assis là, à contempler les documents étalés devant lui. Puis, lentement, il les rangea dans leur pochette, referma le dossier et le glissa dans un tiroir qu'il verrouilla. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas un motif pour de la compassion ponctuelle. C'était un appel silencieux à la responsabilité. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais une chose était certaine. Il ne regarderait plus jamais Claire Dumas comme une employée parmi d'autres. La demeure Laurent n'était pas seulement un lieu de luxe feutré et d'élégance silencieuse. C'était aussi un espace saturé de règles implicites, de territoires tacitement délimités, d'usages codifiés que personne n'osait remettre en question. Depuis l'intervention d'Arnaud dans la situation de Claire, des changements subtils avaient commencé à se produire. Ils n'étaient pas encore visibles dans l'organisation du travail, ni inscrits sur un quelconque document officiel, mais les regards, eux, avaient déjà changé. Les couloirs, auparavant traversés par le silence du devoir, se remplissaient peu à peu d'une tension nouvelle. Isabelle Laurent, la sœur d'Arnaud, sentit la perturbation dès les premiers signes. Elle était revenue vivre dans la maison après son divorce avec un banquier autrichien, et depuis lors elle s'était installée dans une aile de la propriété avec ses habitudes rigides et son sens très personnel de la hiérarchie. Elle n'aimait pas que l'ordre soit bousculé, encore moins quand cela venait de la sphère des employés. Pour elle, chaque personne avait une place précise dans l'équilibre social de la maison, et Claire Dumas, selon ses critères, avait dépassé cette place. Tout avait commencé par de simples remarques, des murmures échappés dans le couloir, des questions lancées avec un sourire acide. Elle a vraiment été convoquée dans le bureau d'Arnaud. Tu crois qu'elle reçoit un traitement de faveur? Pourquoi une femme de ménage aurait-elle des entretiens privés avec le maître de maison? L'effet domino fut rapide. L'intendant, toujours discret, commença à recevoir des plaintes indirectes. Certains domestiques se mirent à éviter Claire, comme si sa présence devenait soudainement suspecte, contaminée par une aura de privilège anormal. Claire, bien sûr, perçut ces changements. Elle sentit les regards, les silences trop prolongés, les chuchotements qui cessaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Mais elle ne dit rien. Elle continua son travail avec la même rigueur, la même ponctualité, refusant de répondre à la curiosité voilée de ses collègues. Elle savait intuitivement que toute réaction de sa part ne ferait qu'amplifier les rumeurs. Isabelle, elle, décida de passer à l'action. Un matin, alors qu'Arnaud prenait son petit déjeuner dans le jardin d'hiver, elle s'installa en face de lui, une tasse de thé à la main et un sourire diplomatique aux lèvres. « J'ai entendu dire que tu t'intéresses de près à une certaine employée, » dit-elle d'un ton léger. Arnaud leva les yeux de son journal. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Voyons, Arnaud, toute la maison en parle. Cette Claire. Tu t'es entretenu avec elle à plusieurs reprises. Tu lui as proposé une réorganisation de poste. Tu veux même augmenter son salaire. C'est inhabituel. » Il replia lentement le journal, le posa sur la table. « Et alors? Elle est compétente, discrète, dévouée. Elle fait 2 emplois pour soigner sa fille malade. Tu trouves que c'est trop lui accorder un peu de dignité ?» Le ton n'était pas agressif, mais ferme. Isabelle haussa les sourcils, visiblement surprise par la franchise de son frère.
Ce n'est pas une question de compassion, c'est une question de position. Nous avons toujours maintenu une certaine distance avec le personnel. Ce n'est pas par mépris, c'est une règle de bon fonctionnement. Si tu commences à faire des exceptions, tu risques de créer des déséquilibres. Le déséquilibre, c'est de considérer qu'on ne peut pas traiter quelqu'un avec justice simplement parce qu'il est employé. Non, Arnaud. Le déséquilibre, c'est quand tu la fais passer avant les autres, quand tu brises une structure qui fonctionne. D'autres employés pourraient se sentir lésés, et les choses peuvent rapidement dégénérer. Il soupira, regarda par la baie vitrée. Les arbres du jardin se balançaient lentement dans le vent léger du matin. Il resta silencieux quelques instants. Il ne s'agit pas de favoritisme. Il s'agit de réparer une erreur. « Quelle erreur ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. Il ne répondit pas. Pas encore. Mais son silence contenait plus que 1000 justifications. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère devint plus pesante. Une certaine hostilité s'installait, lente mais constante. Des remarques désobligeantes se glissaient dans les conversations. On accusait Claire, à demi-mot, de manipuler la situation. Certains disaient qu'elle avait su attendrir Arnaud avec son histoire. D'autres affirmaient qu'elle jouait sur la corde sensible. Aucun ne savait réellement ce qui s'était dit dans le bureau, mais tous spéculaient. Et puis il y eut les incidents. Un chariot de nettoyage déplacé sans explication, des produits manquants dans son placard, un oubli dans la transmission de son planning. Rien de grave, mais suffisamment pour qu'elle comprenne qu'on cherchait à la déstabiliser. Claire serra les dents. Elle ne répliqua pas. Elle poursuivit, tête haute, même lorsque les coups venaient de ceux qu'elle côtoyait depuis des années. Un après-midi, alors qu'elle traversait la cuisine pour aller chercher des draps propres, elle croisa Isabelle. Celle-ci la salua d'un simple mouvement de tête, puis, sans prévenir, lança. « Vous savez, Madame Dumas, il est toujours dangereux de se faire remarquer. Dans certains milieux, la discrétion est la meilleure alliée. » Claire s'arrêta. Elle la regarda droit dans les yeux. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus tranchant que n'importe quelle répartie. Elle reprit sa marche droite, déterminée, et monta les escaliers sans se retourner. Dans la chambre d'amis qu'elle devait nettoyer, elle s'arrêta un instant devant la fenêtre, respirant profondément. Elle n'avait pas demandé ce qu'il se passait. Elle n'avait rien réclamé. Mais désormais, elle comprenait que son existence, en sortant de l'ombre, dérangeait plus que tout. Et elle savait sans l'ombre d'un doute que ce qui viendrait après serait encore plus difficile. Mais elle ne reculerait pas, parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'un emploi. Il s'agissait d'être enfin regardée sans honte. Ce fut un dimanche pluvieux, l'un de ces jours gris où Paris semble flotter entre le silence et la mélancolie, que Claire entendit une série de coups à la porte de son modeste appartement de Saint-Denis. Elle ne recevait jamais de visite sans avoir été prévenue. Ses journées étaient trop réglées, ses contacts trop restreints. La voisine du palier, Madame Georges, l'alertait toujours si quelqu'un montait les 5 étages pour la chercher. Cette fois, aucun signal. La pluie martelait les vitres et Manon dormait encore, le visage pâle, emmitouflé dans une couverture décolorée par le temps. Claire s'essuya les mains sur un torchon et alla ouvrir. Elle resta figée un instant, stupéfaite. Arnaud Laurent se tenait là, droit, son manteau sombre trempé sur les épaules, un sac de transport à la main. L'eau ruisselait sur ses tempes, mais son expression était calme, presque solennelle. « Bonjour », dit-il doucement. « Je suis désolé de venir sans prévenir. » Claire, trop surprise pour parler, ouvrit la porte un peu plus largement. Elle ne comprenait pas. Il n'avait jamais été ici. Personne de la maison ne l'avait jamais suivi jusqu'à sa vie réelle, celle faite de murs défraîchis et de carrelages fissurés. Il franchit le seuil, lentement, comme s'il craignait de troubler quelque chose de fragile. Elle referma derrière lui, sans un mot. « Je ne vais pas rester, poursuivit-il en posant le sac sur la table, mais je voulais vous apporter ceci. C'est un modèle récent, silencieux, portable, un nébuliseur haute fréquence. Je sais que celui que vous utilisez est vieux et bruyant. Celui-ci peut fonctionner toute la nuit sans interruption. Il est léger, et il ne demande pas de prise électrique constante. » Il sortit l'appareil du sac. L'objet était compact, blanc, neuf, avec un embout souple et un écran digital. Claire sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle n'avait rien demandé, rien. Et pourtant là, face à elle, cet homme, issu d'un monde si différent, lui tendait une aide concrète, directe, précieuse.
Un objet qui n'était ni symbolique ni altruiste, mais vital. Je ne peux pas accepter, murmura-t-elle. Ce n'est pas un cadeau, l'interrompit-il. C'est un droit, une réponse à une injustice. Vous avez tout assumé seul. Vous avez tenu bon, même quand c'était inhumain. Ce n'est pas de la charité, Claire, c'est une réparation. Elle le regarda alors, les yeux embués. Il ne l'appelait plus Madame Dumas. Il prononçait son prénom avec une simplicité désarmante. Et dans son regard, elle ne vit ni pitié ni condescendance. Elle y vit de la reconnaissance. Une forme de respect profond, douloureux, inattendu. « Je ne sais pas quoi dire », souffla-t-elle. « Ne dites rien. Faites juste ce que vous faites si bien. Continuez. » Elle hocha la tête en silence. Il s'apprêta à partir, puis se ravisa. « Je sais que certains parlent, que des choses circulent. Je sais aussi que cela vous met en danger. Mais je veux que vous sachiez que je suis prêt à encaisser pour vous. Ce que vous vivez ne mérite pas le silence. Et si je dois être critiqué pour vous avoir aidé, alors qu'il en soit ainsi. » Claire n'avait plus la force de répondre. Une larme unique glissa sur sa joue. Elle se détourna, les épaules frémissantes, et alla déposer l'appareil à côté du lit de Manon, qui ouvrait lentement les yeux, réveillée par les voix. « C'est quoi, maman ?» demanda la petite d'une voix rauque. « C'est pour toi, chérie, pour que tu respires mieux. » Manon sourit faiblement. Arnaud, resté en retrait, observa la scène. Il ne voulait pas imposer sa présence. Il recula d'un pas. « Je vais vous laisser. Merci de m'avoir ouvert. Merci d'être venu, » répondit Claire en se retournant. « Vraiment. » Il sortit sans bruit, referma la porte derrière lui. Dans l'escalier, il croisa Madame Georges, qui le salua avec un regard interrogateur. Il se contenta d'un hochement de tête poli. Une fois dehors, il ne chercha pas à appeler un chauffeur. Il marcha sous la pluie, longuement, sans parapluie, comme si chaque goutte d'eau effaçait un peu plus la distance qu'il avait jadis mise entre lui et le monde réel. À l'intérieur, Claire s'assit au pied du lit de sa fille. Elle prit la main de Manon dans la sienne, la regarda respirer. Le souffle de l'enfant était encore court, mais moins bruyant que d'habitude. L'idée même que l'appareil puisse améliorer ses nuits lui donna une force nouvelle. Ce geste n'avait pas tout changé, mais il avait fait basculer quelque chose. Elle n'était plus seule dans son combat. Et pour la première fois, elle se permit d'y croire, juste un instant. Le lundi suivant, Claire arriva à la demeure Laurent comme à son habitude, discrète, ponctuelle, silencieuse. Rien ne semblait avoir changé à l'extérieur. Le ciel était dégagé. Les volets ouverts laissaient passer la lumière matinale. Les allées gravillonnées avaient été ratissées dès l'aube. Pourtant, dès qu'elle franchit le seuil, elle perçut une atmosphère différente. Un regard évité par une collègue dans le couloir, un bonjour à demi-mot de l'intendant, un silence inhabituel dans la cuisine où elle prenait parfois un café avant de commencer. Elle sentit la tension avant même d'en comprendre l'origine. À 9h précises, elle fut appelée dans le bureau de l'intendant. Le cœur battant, elle s'essuya les mains sur son tablier et s'y rendit, l'estomac noué. Lorsqu'elle entra, elle trouva l'homme assis derrière son bureau, le regard fermé, une enveloppe beige posée devant lui. Il ne l'invita pas à s'asseoir. « Madame Dumas, nous avons reçu une note ce matin, une dénonciation anonyme concernant votre comportement ici. Il est écrit que vous profiteriez de la bienveillance de Monsieur Laurent à des fins personnelles, que vous auriez reçu des cadeaux inappropriés, que vous entretenez avec lui une relation qui dépasse le cadre professionnel. Je suis obligé de vous suspendre temporairement de vos fonctions, le temps d'une vérification. » Claire crut ne pas comprendre. « Une dénonciation? Anonyme? De qui? Je ne peux pas le savoir. C'est le principe même d'une dénonciation anonyme. Mais cela a été déposé directement à la direction du personnel ce matin. Monsieur Laurent n'est pas ici. Il est en déplacement à Lyon. Nous avons pour consigne de traiter toute plainte selon le protocole. Vous serez informé dès que des éléments concrets seront clarifiés. » Elle resta figée, les mains crispées sur son tablier. Ce n'était pas une erreur, c'était un piège, une manœuvre. Quelqu'un, quelque part dans la maison, avait décidé de la faire tomber. Et visiblement, ce quelqu'un connaissait assez bien les rouages internes pour utiliser la procédure administrative comme une arme. « Je suis innocente », dit-elle d'une voix ferme. « Je n'ai jamais profité de rien. Ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas demandé. Et il ne s'agit pas d'une relation, il s'agit d'un geste humain. Je ne doute pas de votre intégrité, » répondit l'intendant en évitant son regard. « Mais vous comprenez que je dois suivre les instructions.
Vous êtes suspendu à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre. Je vous demanderai de quitter les lieux avant midi. Vos effets personnels vous seront restitués et vous serez contacté si votre présence est requise pour une déclaration. » Claire ne dit plus un mot. Elle quitta la pièce lentement, descendit l'escalier, traversa le vestibule. Les regards qu'elle croisa en sortant ne la surprirent pas. Certains étaient fuyants, d'autres curieux, quelques-uns à peine soulagés. Elle comprit alors qu'on l'attendait au tournant, que depuis le jour où elle avait accepté le nébuliseur, certains avaient vu là une faiblesse à exploiter. Le silence d'Arnaud, même involontaire, laissait place à l'interprétation, et les esprits malveillants avaient trouvé leur ouverture. Elle rentra chez elle, incapable de parler à qui que ce soit sur le chemin. Manon était à l'école. L'appartement semblait encore plus étroit, plus silencieux, plus suspendu dans le vide. Claire s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. Elle ne savait pas ce qu'elle redoutait le plus, la perte de son emploi, la honte ou le regard de sa fille, si jamais tout cela rejaillissait sur elle. Ce qui l'atteignait, ce n'était pas la suspension, mais le soupçon. L'idée qu'on ait pu penser qu'elle avait trahi sa propre dignité. Elle, qui avait toujours tout refusé par fierté. Elle, qui n'avait même jamais demandé un jour de congé supplémentaire pour accompagner Manon à l'hôpital. Elle essaya d'appeler Arnaud, mais son numéro ne répondait pas. Elle laissa un message simple, sans détour, presque mécanique. « J'ai été suspendue ce matin. Il y a eu une dénonciation anonyme. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'aimerais juste que vous sachiez que je n'ai rien fait de mal. C'est tout. » Puis elle raccrocha. Les heures passèrent lentement. Elle s'occupa mécaniquement des tâches domestiques, prépara le repas du soir, nettoya la salle de bain, repassa les vêtements de Manon. Elle agissait comme si rien n'avait changé, mais au fond, chaque geste était accompagné d'un poids invisible. Elle attendait une réponse, un signe, un mot. Ce fut en fin d'après-midi que le téléphone sonna. Ce n'était pas Arnaud. C'était l'intendante d'un autre service, une femme qu'elle connaissait à peine mais qui, à voix basse, lui dit « Soyez prudente. Certains ici veulent vous voir partir. Ils n'accepteront pas que Monsieur Laurent vous protège. Il y a de l'hostilité, et elle vient de très haut. » Puis elle raccrocha. Claire resta longtemps assise, son téléphone à la main. Ce n'était plus seulement une affaire de jalousie, c'était une volonté d'éviction. Quelqu'un avait décidé qu'elle devait disparaître de ce monde qui n'avait jamais été le sien. Et cette fois, elle ne pouvait plus compter sur le silence. Elle devrait agir, parler, se défendre. Mais contre qui, si les visages se cachaient derrière l'anonymat? Lorsque Manon rentra de l'école, Claire sourit comme elle pouvait. Elle l'aida à faire ses devoirs, lui raconta une histoire, lui prépara un chocolat chaud. La petite ne remarqua rien. Pour elle, tout était normal. Mais dans le regard de Claire, derrière les gestes d'amour, une tempête se préparait. Elle n'avait pas encore de preuves, pas encore de nom. Mais elle savait que le combat ne faisait que commencer. Et cette fois, elle ne reculerait pas. Les jours qui suivirent la suspension furent marqués par un silence de plomb. Claire, prostrée dans son studio à Saint-Denis, ressentait chaque minute comme une gifle. Les murmures hostiles, les regards fuyants, son exclusion brutale. Tout cela s'était transformé en un ouragan intérieur. Elle n'avait pas seulement perdu son emploi, elle voyait sa dignité vaciller. Pourtant, sous le poids de l'injustice, un élan inattendu apparut. La certitude que pour se défendre, elle devait creuser dans le passé, celui qu'elle avait toujours fui depuis la mort de son mari. Quelques jours plus tard, alors qu'elle nettoyait distraitement la chambre de Manon entre deux visites médicales, elle trouva un carton hérité de son mari, rangé dans une armoire basse. À l'intérieur, des photos jaunites, un agenda de l'époque, des lettres griffonnées à la hâte et un objet inattendu. Une carte de visite au nom d'un certain Arnaud Laurent, avec l'adresse de l'entreprise de celui-ci et une mention écrite à la main. Chauffeur pour Monsieur Laurent. Le cœur de Claire s'arrêta. Elle savait que son mari avait trouvé un poste après son licenciement en 2019, mais elle ne se souvenait pas où ni pour qui. Lorsqu'elle l'avait épousé, il travaillait dans un atelier de réparation automobile. Et après avoir perdu son emploi à cause d'un accident ayant entraîné des difficultés motrices, il avait changé de cap. Elle n'avait jamais su qu'il avait travaillé au service d'Arnaud. Les lettres jetées dans le carton s'adressaient à elle, signées de sa main. Elle lut les passages abordant les journées trop longues, les craintes devant un patron exigeant, les horaires stressants. Une note en particulier attira son attention. « Ce matin, Monsieur Laurent m'a reproché un retard. Il m'a dit que ma négligence pourrait nuire à sa réputation.
Il ne sait pas ce que signifie être fatigué. Et un peu plus bas, j'ai refusé de baisser la tête. Après, ils m'ont dit de rester plus tard pour nettoyer une pièce que je n'avais pas touchée. L'après-midi, j'ai perdu conscience en montant l'escalier. Leur colère était palpable. C'est Arnaud qui m'a congédié. Ils prétendent que j'ai posé des gestes inefficaces. J'ai les papiers, mais je n'ai plus d'énergie à me battre. Le choc fut si brutal que Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle avait lutté pour 3 ans, révoltée par l'injustice subie par son mari. Et jamais elle ne l'avait su. Jamais elle n'avait cherché plus loin que sa douleur quotidienne. Il avait tout enduré seul. Et quand tout s'était terminé d'une démission forcée et d'un accident, son mari avait porté seul le poids de toute cette injustice silencieuse. Elle s'effondra sur le lit, les larmes coulant librement. Le passé qu'elle avait tenté d'oublier revint avec violence. Un nom, un visage, une culpabilité. Le sentiment que l'oppression avait été bivouassée dans sa maison, dans ses gestes, dans sa vie. Et qu'elle, malgré elle, en était redevenue la cible. Après s'être ressaisie, elle prit une décision. Elle n'irait pas questionner directement Arnaud. Elle avait compris que la justice y perdrait en vérité. Elle rassemblerait les preuves, montrait un dossier et dévoilerait la vérité. Mais comment? À qui s'adresser? Elle se souvint d'un avocat spécialisé dans les discriminations au travail, recommandé par une amie. Elle lui envoya un message en expliquant brièvement son histoire. Non pas pour réclamer de l'argent, mais pour obtenir la reconnaissance du tort. L'avocat accepta de la rencontrer. Quelques jours plus tard, dans la salle d'attente d'un petit cabinet du 10e arrondissement de Paris, elle remit les documents, les lettres, la carte de visite, l'agenda, les photos de son mari en uniforme bleu marine, avec un badge de chauffeur. Il examina, posant parfois des questions précises. Date, nom, détails. Il nota tout. Il vit dans son dossier un écho profond entre 2 histoires individuelles, celle d'un homme brisé et d'une femme qui, elle aussi, méritait d'être entendue. À son retour, Claire, malgré la fatigue, sentit une chaleur étrange la traverser. Tout était encore incertain. Il n'y aurait pas de jugement immédiat, mais enfin, elle sentait qu'elle n'était plus seule. Elle avait un début de soutien légal, et cette pensée fut un soulagement inattendu, plus fort que la peur. Le soir venu, elle récupéra Manon à l'école. Cette fois, elle lui raconta l'histoire de son papa, celle qu'elles avaient rarement évoquée, racontée sans détour, sans pudeur. L'enfant écouta, les yeux grands ouverts. À la fin, elle posa la tête sur l'épaule de sa mère. « Maman, si quelqu'un a fait du mal à papa, ils ne gagneront pas, d'accord ? Non, chérie, nous allons faire en sorte que la vérité soit dite. » Et c'était tout. Pas de promesse trop optimiste, juste la ferme intention de reconstruire un fil jusqu'ici brisé. Demain, l'enquête commencerait officiellement. Mais ce soir, elles n'étaient que 2, serrées sous une couverture, reprenant souffle, retrouvant un peu de lumière là où tout semblait englouti par le silence de l'absence. Le passé avait ressurgi. Il réclamait justice. Et Claire se préparait à lui répondre. Ce fut à l'aube d'un mercredi, alors que Paris dormait encore sous une brume humide, que Claire prit la décision qui bouleverserait le cours des choses. Elle n'avait pas dormi. Les documents de son mari, les mots qu'il avait laissés, l'ombre de sa mort, tout cela résonnait avec une clarté douloureuse dans sa mémoire. Elle savait désormais que le nom d'Arnaud n'était pas un hasard dans sa vie, mais une cicatrice ancienne, une trace que le temps n'avait jamais effacée. Et surtout, elle savait que la dénonciation anonyme, le climat hostile, le mépris qu'elle subissait n'en a pas le fruit du hasard. Quelqu'un avait agi pour l'éloigner. Quelqu'un avait voulu la faire taire. Et cette personne, elle en était désormais convaincue, n'était autre qu'Isabelle Laurent. Il ne s'agissait pas seulement de jalousie. Claire avait observé, silencieuse, les interactions dans la maison, la manière dont Isabelle surveillait chaque mouvement, dont elle parlait d'Arnaud, avec une autorité déguisée en tendresse fraternelle. Elle contrôlait les accès, les confidences, les équilibres. Elle n'acceptait pas que quelqu'un d'extérieur, encore moins une employée, puisse devenir visible aux yeux de son frère. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la ténacité de Claire, ni la résilience de celle qu'elle croyait domptable. Peu avant 7 heures du matin, Claire quitta son appartement. Elle portait un manteau sombre, un sac en bandoulière et un exemplaire de la lettre écrite par son mari, celle où figurait le nom d'Arnaud, sa fonction, les conditions de son renvoi. Elle prit le métro jusqu'à Neuilly,
descendit une station plus tôt que d'habitude et poursuivit à pied. Elle longea les murs de pierre, les portails automatisés, les allées bordées de cyprès. Lorsqu'elle arriva devant la demeure Laurent, elle n'hésita pas. Elle connaissait le code d'accès encore inchangé. Elle entra, referma derrière elle sans bruit, traversa le jardin en évitant les graviers. À cette heure, seul le personnel de cuisine était éveillé et ils ne remarquèrent pas sa présence. Elle monta les escaliers, pieds nus sur les marches tapissées. L'aile était réservée à Isabelle. Claire la connaissait bien. C'était elle qui nettoyait ses tapisseries, qui astiquait ses miroirs, qui remettait en place ses flacons de parfum alignés comme des sentinelles. Elle frappa. Une fois, deux fois. Pas de réponse. Elle ouvrit la porte. Isabelle était déjà réveillée, assise dans un fauteuil, une tasse à la main, vêtue d'une robe de chambre en soie. « Vous êtes folle », murmura-t-elle, posant lentement sa tasse. « Entrer ici ainsi, je ne suis pas venue pour me justifier. Je suis venue pour vous dire que je sais. » Isabelle la fixa, les sourcils légèrement relevés. Claire s'avança d'un pas. Elle sortit la lettre pliée, la posa sur la table basse entre elles. « Mon mari a travaillé pour votre frère. Il a été renvoyé à tort. Et vous le saviez. Vous avez tenté d'étouffer ça. Et quand vous avez vu que votre frère commençait à s'intéresser à moi, vous avez agi. Vous avez déclenché la machine. La dénonciation, c'est vous. » Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle se leva lentement, fit quelques pas vers la fenêtre. Ses mouvements étaient mesurés, comme s'ils cachaient une colère froide. « Ce n'était pas à vous d'être là. Vous étiez une employée, Claire. Une parmi d'autres. Ce que mon frère a fait pour vous était disproportionné. » Il ne savait pas. Il réagit toujours trop tard, toujours avec ce besoin de réparer ce qu'il n'a pas compris. « Alors c'est vrai? C'est vous qui avez déclenché la plainte ?» Isabelle tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient brillants, durs, mais pas cruels. « J'ai protégé ce qui devait l'être, la réputation de cette maison, l'équilibre. Vous n'aviez pas à devenir une exception. Mon mari est mort dans l'ombre. Et vous voulez que je reste là, encore, sans voix? Il est mort d'un accident. Pas de notre faute. Mais il a été brisé ici. Et maintenant, c'est à moi qu'on coupe les jambes. Parce que vous avez peur que votre frère découvre qu'il y a des choses plus importantes que les apparences. » Un silence long suivit. Puis, dans un souffle plus bas, Isabelle murmura « Ce n'est pas vous que je crains, c'est ce que vous lui rappelez. Il vit avec cette culpabilité depuis des années. Il ne l'a jamais dite, mais il la porte, et vous êtes le miroir de cette faute. » Claire recula d'un pas. Elle comprit alors. Ce n'était pas un simple acte de mépris social, c'était une guerre sourde, menée au nom du passé. Isabelle ne cherchait pas à l'éloigner pour des raisons personnelles, mais pour préserver Arnaud, ou du moins ce qu'il croyait avoir reconstruit après l'effondrement. « Vous n'aurez pas gain de cause, » dit Claire en s'approchant de la porte. « Je ne suis pas ici pour prendre sa place, je suis ici pour qu'on me rende la mienne. » Elle quitta la pièce sans attendre de réponse. Derrière elle, Isabelle resta droite, les mains serrées sur le rebord de la fenêtre, figée dans un silence qui n'avait plus rien de supérieur. Claire sortit de la maison quelques instants plus tard, croisa deux employés qui baissèrent les yeux, mais elle marcha sans hésitation. Ce jour-là, elle savait qu'elle n'était plus seule, et surtout qu'elle n'avait plus peur. Le secret avait été confronté. Il ne restait désormais plus qu'à entendre la vérité de celui qui la portait depuis si longtemps. Le lendemain de l'affrontement avec Isabelle, Claire resta enfermée chez elle, oscillant entre épuisement et lucidité. Manon, sentant la tension dans l'air, jouait plus calmement que d'ordinaire, se contentant de feuilleter un livre d'images, pendant que sa mère passait d'une pièce à l'autre comme une ombre en veille. Claire savait que le moment décisif approchait. Il n'était plus question de supposer, de relier les morceaux à demi-mot. Il fallait que la vérité sorte toute nue, sans le filtre des convenances. Et cette vérité ne pouvait venir que d'une seule personne, Arnaud Laurent. En début d'après-midi, alors que le ciel s'assombrissait, une sonnerie retentit. Claire ouvrit la porte. Arnaud se tenait là, debout sur le palier, les traits tirés, les yeux cernés. Il ne portait pas son costume habituel, mais un manteau épais, simple. Il semblait avoir marché longtemps, comme si cette rencontre ne pouvait avoir lieu ailleurs qu'ici, sur son terrain, à elle. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. Claire s'effaça sans un mot. Il entra. L'appartement sentait le linge propre et la soupe en train de mijoter. Il s'assit sur la chaise qu'elle lui indiqua près de la table. Elle prit place en face de lui, les bras croisés, le regard ferme.
Elle n'avait rien à ajouter. C'était à lui de parler. Un long silence s'étira. Puis Arnaud leva enfin les yeux. « Je sais que vous avez découvert que votre mari avait travaillé pour moi, dit-il. Je suppose que vous avez aussi lu ce qu'il écrivait à l'époque. » Claire hocha lentement la tête. « Alors vous savez que c'est moi qui l'ai renvoyé. » C'était en 2019. Il avait fait plusieurs erreurs consécutives. Retard, oubli, absence de coordination sur les horaires. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il souffrait déjà physiquement. Il ne m'a rien dit. Personne ne m'a dit qu'il avait chuté 2 jours avant sur une intervention. Je l'ai considéré comme négligent. Et je l'ai congédié. Sans un mot, sans seconde chance. Il s'arrêta, la gorge serrée. Je l'ai appris bien plus tard, par hasard. Un ancien employé m'a parlé de ce jour, de l'état dans lequel il avait trouvé votre mari, de son genou enflé, de sa difficulté à marcher, et surtout du silence qu'il avait gardé. Il ne voulait pas se plaindre. Il avait peur de perdre ce poste, justement. Claire ne bougea pas. Elle écoutait, chaque mot s'imprimant lentement en elle. Quand j'ai su, j'ai voulu réparer, mais il était déjà trop tard. Il était décédé, et personne ne m'avait dit qu'il avait une femme, une fille, que vous existiez. Ce n'est que quand je vous ai vu endormi sur les marches de la maison que j'ai senti quelque chose d'inexplicable, comme un écho. Et quand j'ai compris que vous étiez sa veuve, que Manon était sa fille, tout est revenu. J'ai porté cette faute en moi. Je n'ai pas osé l'affronter. Alors j'ai voulu agir, vous aider. Un peu, maladroitement. Claire ferma les yeux un instant. Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était plus dur. Il vibrait de cette douleur partagée, ce poids ancien que l'un avait ignoré, que l'autre avait porté. « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité tout de suite ?» demanda-t-elle, enfin. « Parce que j'avais honte, parce que je me suis toujours cru juste, et que ce jour-là j'ai compris que je pouvais être cruel sans le savoir. Vous étiez là devant moi, et je voyais dans votre dignité un rappel permanent de mon aveuglement. Et maintenant, que comptez-vous faire ?» Arnaud prit une longue inspiration. « Je vais rétablir votre poste, et bien plus que cela. Je vais faire une déclaration officielle dans laquelle je reconnaîtrai l'erreur commise il y a 6 ans. Votre mari n'a jamais été négligent. C'est moi qui l'ai été en tant qu'employeur, en tant qu'homme. Je vais aussi mettre en place un fonds d'aide pour les enfants de nos employés souffrant de maladies graves. Ce sera à son nom et au vôtre. » Claire sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais elle les contint. Ce n'était pas un moment pour pleurer. C'était un moment pour entendre, enfin, ce qu'elle attendait depuis trop longtemps. « Je ne veux pas d'un geste pour me calmer, » dit-elle doucement. « Je veux que vous agissiez aussi pour les autres, pour que plus personne n'ait à vivre ce que nous avons vécu. »« C'est une promesse, » répondit-il. Ils restèrent là, sans parler davantage, le temps suspendu entre eux. Puis Arnaud se leva, posa une main sur la table, hésita et dit « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux vous assurer que je ne vivrai plus dans son ombre, grâce à vous. » Claire le suivit du regard jusqu'à la porte. Lorsqu'il sortit, elle resta debout un long moment. Elle savait que cette confession ne réparait pas tout, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule face à l'injustice. La vérité avait enfin été dite, et avec elle, l'espoir qu'un nouveau chapitre puisse commencer. Dès le lendemain, Claire reçut un appel officiel du service administratif de la maison Laurent. La voix au téléphone était claire, presque précautionneuse. On lui annonça que sa suspension était levée, que son retour était attendu, non pas comme simple employé, mais dans une fonction nouvelle, pensée spécialement pour elle. La proposition, transmise directement par Arnaud Laurent, stipulait qu'elle deviendrait désormais la coordinatrice de l'équipe d'entretien de la résidence, avec un contrat à durée indéterminée, tous les droits garantis, des horaires ajustés pour correspondre aux besoins médicaux de Manon, et surtout, la pleine reconnaissance de ses années de service. Le ton n'avait rien d'un geste charitable. C'était une restitution, une réponse à ce qui n'aurait jamais dû lui être enlevé. Claire resta longtemps assise, le combiné encore en main, le souffle court. Elle pensait avoir tout imaginé, tous les scénarios possibles après les aveux d'Arnaud, mais cette offre concrète, formelle, dépassait ce qu'elle osait espérer. Il ne s'agissait plus d'un simple retour à la normale. C'était un acte de reconnaissance profonde, presque politique, dans un monde où les invisibles restaient souvent dans l'ombre. Le lundi suivant, elle retourna à la demeure. Elle marcha jusqu'à la grille, comme elle l'avait toujours fait, mais quelque chose avait changé.
Elle ne portait plus l'uniforme de service, mais une tenue simple, élégante, choisie avec soin. Elle entra, fut accueillie sans gêne et reçue directement par Arnaud dans la véranda. Il lui tendit un document à signer. Aucun discours grandiloquent, aucune mise en scène, juste un échange de regards, empreint d'une sincérité nouvelle. « J'ai également lancé la création du fonds », dit-il après qu'elle eut signé. « Il s'appellera Fonds Dumas. Il sera destiné à soutenir les enfants de nos employés confrontés à des maladies chroniques ou rares. Les dossiers seront anonymes, gérés par un comité indépendant. Mais votre voix y sera entendue si vous le souhaitez. » Claire acquiesça. Elle ne trouvait pas encore les mots. Ce geste, plus que tout autre, la bouleversait, car il dépassait sa propre histoire. Il réparait, à sa manière, un système silencieusement injuste. Elle reprit son travail ce jour-là, mais sous une autre posture. Elle rencontra les autres employés, expliqua calmement les nouveaux processus, écouta leurs besoins, leurs frustrations. Certains étaient méfiants au début, d'autres sincèrement soulagés. Peu à peu, l'ambiance changea. L'ombre des rumeurs disparut. Même les plus réticents finirent par admettre qu'elle avait été traitée injustement et que sa persévérance avait, contre toute attente, ouvert une brèche pour eux aussi. Isabelle, en revanche, resta distante. Elle croisa Claire une fois dans le hall, échangea un regard froid mais n'ajouta rien. Ce silence pourtant n'était plus une arme. Il ressemblait davantage à une défaite acceptée avec fierté. Claire n'attendait plus rien d'elle. Elle n'avait pas besoin de son pardon. Ce qu'elle avait construit ne dépendait plus du regard de ceux qui l'avaient jugée. Une semaine après son retour, elle fut invitée à une réunion informelle dans le grand salon. Tous les employés y étaient conviés. Arnaud prit la parole devant eux, sans podium, sans discours préparé. « Cette maison fonctionne grâce à vous, dit-il. Et pendant trop longtemps, certains d'entre vous n'ont pas été entendus. Ce que nous avons vécu ces dernières semaines nous a rappelé qu'aucun rouage n'est secondaire. Claire Dumas est la preuve qu'il est temps de bâtir quelque chose de plus juste. À partir d'aujourd'hui, les procédures internes seront revues. Une représentante sera élue. Et nous allons instaurer un système de soutien avec des aides d'urgence pour les situations critiques. » Claire, debout au fond de la pièce, sentit plusieurs regards se tourner vers elle. Pas des regards de soupçon, mais de respect. Certains hochèrent la tête, d'autres vinrent lui serrer la main à la fin. Un cuisinier, un homme d'entretien, une lingère. Tous, à leur manière, lui faisaient comprendre qu'ils reconnaissaient en elle une forme de victoire commune. Le soir, en rentrant chez elle, Claire retrouva Manon, qui avait préparé un dessin. On y voyait une maison, une femme debout, un cœur rouge et une petite fille souriante à côté. Au-dessus, elle avait écrit, de sa main encore maladroite, « Maman est forte, maman travaille avec respect ». Claire pleura en silence, assise sur le canapé, Manon blottie contre elle. Ce qu'elle avait reconquis n'était pas seulement un emploi, ni même un statut. C'était la possibilité de marcher la tête haute, de montrer à sa fille que la dignité n'est pas un luxe, mais un droit. Le combat avait été rude, humiliant, épuisant, mais il avait ouvert des portes. Il avait bâti un pont entre les mondes. Et maintenant, il restait un dernier pas à faire. Transformer cette reconnaissance en un avenir stable, non seulement pour elle et Manon, mais pour tous ceux qui avaient trop longtemps appris à se taire. Les mois qui suivirent marquèrent une transition aussi douce que profonde dans la vie de Claire Dumas. La maison Laurent n'était plus un lieu d'ombre, mais un espace où sa voix portait désormais un poids réel. Sa nouvelle fonction l'occupait pleinement. Organiser les plannings, entendre les doléances, veiller au bien-être du personnel tout en maintenant la rigueur qui l'avait toujours caractérisé. Mais au-delà du rôle, c'était la manière dont on l'observait désormais qui lui révélait l'ampleur du changement. On ne la contournait plus dans les couloirs, on ne parlait plus à sa place. Elle faisait partie du tissu même de la maison, non plus comme une main invisible, mais comme une figure respectée. Les tensions s'étaient peu à peu estompées. Même les plus sceptiques avaient fini par reconnaître que son parcours n'était pas celui d'une ambition déplacée, mais d'une intégrité tenue debout malgré les tempêtes. Certains employés, autrefois distants, lui posèrent désormais des questions, lui demandèrent conseil, ou simplement l'invitaient à partager un café dans la cour arrière. Ces gestes simples, autrefois impossibles, faisaient désormais partie de son quotidien. Isabelle, quant à elle, n'était plus qu'une silhouette lointaine dans ce nouvel équilibre. Elle avait quitté la maison quelques semaines après la mise en place du fonds Dumas. Un mot laissé à Arnaud expliquait qu'elle préférait se retirer
plutôt que d'assister à une transformation qu'elle ne comprenait pas. Claire ne la revit plus, et n'en éprouva ni soulagement, ni regret. L'époque des confrontations était révolue. Ce qui importait désormais, c'était ce qui grandissait. Manon, elle aussi, allait mieux. Les traitements devenaient plus espacés, son souffle plus régulier. L'appareil qu'Arnaud lui avait offert fonctionnait à merveille et les médecins parlaient enfin d'amélioration. Claire l'accompagnait encore souvent aux consultations, mais ses visites avaient perdu leur gravité première. Elles étaient devenues des étapes de vigilance, non des urgences paniquées. Le visage de sa fille avait repris des couleurs. Ses yeux pétillaient à nouveau. Et surtout, elle posait des questions sur le travail de sa mère, sur le combat qu'elle avait mené. Elle voulait comprendre, non pas par curiosité, mais par admiration. Un soir de printemps, alors que la lumière dorée inondait la demeure et que les roses du jardin commençaient à s'ouvrir, Claire s'arrêta dans le grand escalier de marbre. Celui-là même, où, des mois plus tôt, elle s'était assoupie, brisée par l'épuisement. Elle s'assit doucement sur la même marche. Mais cette fois, ce n'était pas la fatigue qui l'y conduisait. C'était le besoin d'une pause volontaire, choisie, pleinement consciente. Elle posa les mains sur ses genoux, observa la lumière filtrée à travers les vitraux et sourit. Arnaud entra dans le hall à ce moment-là. Il la vit immobile et s'arrêta. Il ne dit rien tout de suite. Puis il s'approcha, lentement, s'assit à ses côtés, en silence. « Vous vous souvenez de ce jour ?» demanda-t-il. « Comment l'oublier ?» répondit-elle. « Ce jour-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais pris le temps de regarder. Et moi, j'ai vu que le silence peut aussi être une ouverture, pas seulement une muraille. » Ils restèrent ainsi un moment, côte à côte, sans gêne, sans devoir se parler davantage. Le respect qui les liait désormais ne venait pas d'un rang, ni d'une dette, mais d'un parcours commun, d'une humanité redécouverte dans les plis de leurs différences. Quelques semaines plus tard, lors d'un petit rassemblement en l'honneur du personnel, Arnaud prit la parole. Il évoqua les mois passés, le changement, la force collective, puis il s'arrêta sur un nom. Claire Dumas est plus qu'un pilier dans cette maison. Elle est un exemple, pas parce qu'elle a résisté, mais parce qu'elle a continué à croire que même dans l'ombre, la lumière finit par entrer. Grâce à elle, nous avons compris qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le courage. Les applaudissements furent spontanés, sincères. Claire, debout près de la porte, sentit ses mains trembler. Elle ne s'attendait pas à ces mots, mais elle ne les repoussa pas. Elle les accueillit, non pas comme un honneur, mais comme la juste résonance d'un chemin douloureux et mérité. Ce soir-là, en rentrant à Saint-Denis, elle trouva Manon assise à la table, un cahier ouvert. Elle faisait ses devoirs de lecture. Claire s'assit à côté d'elle, relut avec elle les mots simples qu'elle déchiffrait à haute voix. Puis, sans prévenir, Manon lui dit « Maman, quand je serai grande, je veux faire quelque chose qui aide les gens. Comme toi. » Claire ferma les yeux. Un instant de paix véritable s'installa. Elle savait que tout n'était pas parfait, qu'il resterait encore des batailles, mais elle savait aussi que quelque chose en elle s'était réparé. Elle n'était plus une ombre, elle était un phare, et ce qu'elle avait transmis à sa fille comme à ceux autour d'elle ne s'effacerait jamais. La maison Laurent, celle qu'elle avait tant redoutée, était désormais un lieu de mémoire et de renouveau. Elle y entrait chaque jour non plus par nécessité, mais par choix. Et chaque marche qu'elle gravissait, chaque regard qu'elle croisait, chaque mot qu'elle adressait à ses collègues, portait en lui cette vérité nouvelle. Elle avait gagné. Non pas contre les autres, mais pour elle-même.